Pourquoi je dis qu'il n'y a plus de poissons en Guadeloupe? Beaucoup vont penser que c'est par rapport au réchauffement climatique, ou à la pollution plastique, ou à la surpêche dans les océans, mais moi j'ai un avis totalement différent et je pense beaucoup plus concret sur le sujet, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je me permets de faire cette petite vidéo parce que j'ai pêché une dizaine d'années en Guadeloupe, mais surtout j'ai travaillé dans un magasin de pêche, donc j'ai vendu du matériel, que ce soit aux plaisanciers ou aux marins pêcheurs pendant plus de 6 ans, et du coup je me suis fait un peu une idée globale des choses qui vont et qui vont pas dans le système de pêche en Guadeloupe, et je pense qu'il est urgent pour les générations futures de prendre un peu conscience des dérives qu'il y a quand même et de ce que je pense faudrait faire. Donc je vais proposer quelques solutions. Le but c'est pas de tout critiquer, etc., mais d'essayer quand même d'apporter du débat, de la solution, etc. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos avis en commentaire. Petit disclaimer avant de commencer, je ne critique en rien les magasins de pêche dans un premier temps, ni les marins pêcheurs. Dans les deux cas, ce sont des sociétés, ce sont des entreprises, ils ont des salariés, des matelots ou des vendeurs, etc. Donc des familles à nourrir derrière. Donc c'est normal qu'ils prennent toutes les possibilités de leur métier pour faire du chiffre d'affaires. Donc utiliser toutes les méthodes de pêche possibles et vendre tout le matériel de pêche possible. Donc ça c'est important à comprendre. Je ne critique en rien, pour moi en tout cas. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne critique en rien ces deux acteurs du marché de la pêche en Guadeloupe. Alors avant toute chose, pourquoi je dis que c'est en déclin? La première chose, c'est que moi j'ai appris beaucoup à pêcher avec les anciens, que ce soit les marins pêcheurs ou les plaisanciers. Et du coup, ils m'ont quand même montré par différentes expériences qu'il y a un déclin sur le littoral. En tout cas, c'est vraiment vraiment visible au niveau de la pêche. Donc ça, c'est très très clair. Et après, le deuxième point, c'est tout simplement en pêchant. Déjà en 10 ans, j'ai senti qu'il y avait une baisse, mais surtout en marchant sur le littoral, etc., on peut constater les effets dont je vais parler par la suite dans la vidéo sur le bord de mer. Vous allez comprendre. Alors dans cette vidéo, il y aura 4 parties. La première, ce sera un peu les réglementations et l'incohérence qui en ressort. Donc je vais donner mon avis là-dessus. Après, des anecdotes qui sont tout aussi incohérentes selon moi. En troisième point, ce sera la pêche professionnelle. Donc un gros dossier, je vais essayer de vous donner ma vision. Et en quatrième point, bien sûr, c'est de proposer des solutions. Donc le but de ces vidéos-là, c'est pas critiquer, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment apporter des solutions, apporter du débat, proposer, etc. Donc pour commencer par rapport aux réglementations, là je me suis rendu sur le site du préfet de la région Guadeloupe. Donc on peut voir qu'il y a les réserves, tout ce qui concerne le chlordécone, mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser là, un peu les réglementations directement liées aux poissons. Donc si on regarde bien donc les plaquettes de réglementation de pêche maritime de loisirs, donc qui concernent les plaisanciers, on peut voir que la raie est interdite. Donc déjà, ça c'est un poisson qui est extrêmement pêché par les plaisanciers, notamment en falaise, etc., qui est interdit. Donc ça, je le dis au cas où s'il y en a qui n'avaient pas connaissance, donc qui voient la vidéo. En tout cas, maintenant, vous pouvez le voir. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont fait ces réglementations-là. Il y a des choses que je trouve un peu incohérentes. On peut voir œil de bœuf 40 cm. L'œil de bœuf, c'est un poisson qui vit aux alentours des 300 mètres de fond, voire plus, 400 mètres, 450 mètres. Donc c'est un poisson, forcément, dès qu'on le monte, il y a 9 chances sur 10, voire quasiment 100% de chances qu'il soit gonflé, donc qu'il soit mort, qu'il redescendra jamais au fond. Donc je trouve ça un peu incohérent de mettre une estimation de taille pour regarder. Enfin, de mettre une règle au niveau de la taille, pardon. Donc ça, c'est un peu incohérent. Pareil pour le Vivano. Vivano, c'est le même principe, 50 cm, mais du coup, s'il fait 30 cm, qu'est-ce que j'en fais? Sachant qu'il est mort, le poisson. Donc ça, c'est des choses que je trouve incohérentes et je me demande si ceux qui font les règles, quand même, qui ont réfléchi à ça, ont pensé à cette possibilité. Alors qu'il y a des petites alternatives. Par exemple, aux États-Unis, ils mettent des tailles d'hameçon sur certains poissons minimum. Donc ça peut être une solution. Voilà, quand on pêche en 10-0, par exemple, on sait que l'œil de bœuf, logiquement, devrait être assez gros. En tout cas plus gros que la moyenne. Donc voilà, ça c'est des petites incohérences que je trouve qu'il faudrait relever, sachant que 2 max, l'œil de bœuf normalement c'est quand même, il y en a en quantité. Et le problème n'est pas le plaisancier sur ce sujet-là, on y reviendra par la suite d'après moi. Donc voilà deux trois petites choses que je pense qui mériteraient d'être revues, notamment l'œil de bœuf et le vivano. Voilà, ça va jamais redescendre. La tanche, ça peut arriver aussi que ce soit compliqué de la ramener au fond. Donc voilà pour avoir une idée. À savoir que de toute manière, honnêtement, ces réglementations-là ne sont pas forcément trop prises en compte. Et on va parler d'un problème qu'il y a, selon moi, c'est les contrôles. C'est tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles. Alors moi-même, j'aime pas ça, hein. J'aime pas me faire contrôler, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles. Et je vais vous donner des anecdotes pour vous montrer qu'il y a très peu de contrôles. Si on regarde ici, on peut constater qu'il y a des réserves. Donc il y a plusieurs réserves en Guadeloupe. Il y a Petite Terre, l'île Fajou,
il y a ici au niveau de la rivière et ici à Malandur. Alors moi, d'expérience, j'avais des clients qui allaient constamment dans les réserves et qui ne se faisaient pas attraper. Pendant plus d'un an, ils allaient presque tous les week-ends dans les réserves pour pêcher. Et ça n'a pas posé forcément problème dans leur expérience de pêche. Donc ça, moi, je suis pas là pour blâmer ceux qui le font, etc. Mais c'est juste un constat. Il manque de contrôle, en tout cas, sur les réserves, c'est flagrant. Deuxième anecdote, j'avais un client qui pêchait en kayak. Et pour vous dire, il pêchait sans canne. Donc vraiment, pour être le plus discret, il savait très bien ce qu'il faisait. C'était pour pêcher en réserve, je l'ai compris par la suite. Pareil, je suis pas là pour le blâmer, je m'en fous en vrai. C'est juste histoire de. Donc il pêchait Malandur. Donc bon, c'est pas un secret, il pêchait Malandur. Il s'est fait choper. Donc Malandur, c'est normal, c'est une des réserves les plus surveillées, je pense. Donc il s'est fait choper, mais peut-être qu'il a pêché un an comme ça avant de se faire choper. Bon, c'est un fait, il s'est fait choper. Encore une fois, moi je suis pas en train de le blâmer, etc. J'en ai rien à cirer. Mais à ce moment-là, il s'est fait choper. Je me suis dit, bon, bah, il a dû prendre une amende salée qui va l'empêcher de retourner. Sachant qu'à un moment, un poisson, faut pas se mentir, c'est une valeur marchande, même pour les plaisanciers. Malheureusement, beaucoup de plaisanciers vendent le poisson. Et il faut savoir que voilà, il s'est fait choper. Il avait pêché du poisson pendant un an. Il avait sûrement fait plusieurs milliers d'euros de poisson dans une réserve. Faut pas se mentir. Bref, la sentence a été qu'il a pris 300 euros d'amende au tribunal. Donc c'est complètement anecdotique pour quelqu'un qui pêche dans une réserve qui vend du poisson. Donc qu'est-ce qu'il m'avait dit à l'époque? Il m'a dit je vais retourner le lendemain. Donc bien sûr, le but n'est pas de critiquer, de blâmer, mais de montrer qu'à un moment, le système est beaucoup trop laxiste. Donc voilà, il a pris 300 euros, c'est rien pour moi pour pêcher dans une réserve, c'est quand même censé être quelque chose d'assez grave, parce que sinon ça sert à rien de faire des réserves, et pourtant il a pris que 300 euros d'amende, donc pratiquement rien. Donc ce que je veux relever, c'est pas ceux qui font des conneries, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que au niveau des contrôles, en tout cas, il y a un problème. Il n'y a pas suffisamment de contrôle, c'est pas pris au sérieux, ou ils n'ont pas assez de moyens, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la question. Comme par exemple ceux qui pêchent de nuit les langoustes, des lampes torches de nuit, j'en ai vu plein de fois au bord de l'eau. Pourtant, il n'y a pas de contrôle. Alors pour moi, c'est très facile à contrôler. Il suffit de faire voler un drone au-dessus des plages et vous allez très vite voir. Mais bon, c'est pas le sujet. Maintenant, on y vient. Donc, c'est les plaisanciers qui vendent du poisson. Ça, c'est souvent un argument qui est mis en avant par les marins pêcheurs, comme quoi les plaisanciers prennent le poisson des professionnels. Donc, ça, il y en a qui l'avancent. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Moi, je pense qu'il faudrait soit verbaliser les plaisanciers qui le font, soit tout simplement les accompagner dans le fait d'être marin-pêcheur et d'assumer le fait de vendre du poisson et de vouloir être marin-pêcheur. Il faut savoir que beaucoup de marins-pêcheurs ont commencé en étant plaisanciers et ont transitionné pour être marin-pêcheur. Ça, pour moi, c'est une bonne solution, c'est tout à fait possible. Et du coup, on passe tout de suite à la partie marin-pêcheur. Alors, la pêche professionnelle en Guadeloupe, comment ça fonctionne? Il y a pas mal de méthodes de pêche différentes. Il y a le DCP, donc ça c'est la pêche au large, dite pêche à la traîne. Donc c'est pour on pêche sur une sorte de récif artificiel, on va dire. Je vais faire simple. Il y a la pêche au filet, il y a la pêche au casier, il y a la pêche à la palangre, il y a la pêche au cache. La pêche au cache, c'est une sorte de palangre de 4-5 hameçons verticales, pour faire simple. Grossièrement, c'est ça. Après, il y a des pêches de saison avec des ouvertures, comme le lambi. Il y en a qui pêchent même en plongée. Donc après, il y a plein d'autres alternatives, mais grossièrement, les techniques de pêche, c'est à peu près ça. Une grosse partie de la flotte qui fait de la pêche à la traîne, une autre partie qui fait du filet, une autre partie qui fait du casier, et une autre partie qui fait de la palangre. Ou alors, ils font un peu de chaque. Donc ça dépend un peu, chaque marin pêcheur voit comment il préfère. Alors, quelles sont les problématiques? C'est qu'il faut éviter la prise accessoire. La prise accessoire, c'est le fait de prendre un poisson qu'on ne cible pas. Donc, par exemple, dans un filet, c'est pas impossible de prendre un requin nourrice, par exemple, voire une tortue. Je vais dans les extrêmes, mais c'est possible. Et du coup, il faut éviter les prises accessoires. Le deuxième point, il faut éviter la perte. Tout simplement, perdre un casier, perdre une ligne au fond, perdre un filet, c'est dévastateur. Et le troisième point, c'est le fait d'abîmer les fonds. Donc moi, pour moi, ce sont vraiment les trois problématiques à prendre en compte pour réussir à se poser la question de quelle méthode de pêche est plus intéressante. Alors la problématique du filet, je vais commencer par ça. Pour moi, je vais vous donner un exemple concret. On va prendre la pêche à l'œil de bœuf. L'œil de bœuf, c'est assez concret puisque c'est un poisson qu'on peut très bien pêcher au cache ou à la palangre, donc on aura un impact moindre. C'est possible de faire des prises accessoires, faut pas se mentir, ça peut arriver, mais c'est quand même bien moindre qu'un filet qui va faire 200 mètres ou 400 mètres de long, voire plus. Et c'est ça toute la différence, c'est qu'en termes de prise accessoire, il y en aura beaucoup moins. En termes de perte, si on perd une palangre
ou un cache de 4-5 hameçons, ou même une palangre de 100 hameçons, en termes de durée de vie du matériel et du fait qu'il va continuellement pêcher au fond, ce sera moindre qu'un filet de 400 mètres ou 200 mètres qui restera là et qui peut pêcher plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus. Et en termes de déchets sur le fond, forcément, un filet va de plus en plus abîmer le fond puisqu'il va continuer à pêcher, alors qu'une palangre va plus facilement se détériorer, rouiller et du coup arrêter de pêcher continuellement. Donc c'est toute ça la problématique du filet, c'est de réussir à comprendre que vaut mieux faire une pêche de même 50 kg pendant 10 fois pour faire 500 kg que faire une pêche une seule fois de 500 kg. Encore une fois, moi je ne crache pas sur les marins pêcheurs, leur but c'est de faire un maximum de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, au niveau de la réglementation, je pense que les personnes concernées devraient s'intéresser et voir quelles mesures on peut mettre en compte. Sachant que l'œil de bœuf, c'est encore possible, je pense, de réussir à faire quelque chose parce qu'il en reste encore en quantité et du coup de ne pas sacrifier tous les fonds. Parce que la problématique qui va se poser, c'est que les fonds qui sont le plus proches de la Guadeloupe vont être sacrifiés, entre guillemets, et il va falloir aller toujours plus loin pour pêcher. Le deuxième point, du coup, ça vient au casier. Donc je pense qu'il faut faire une transition plutôt long terme. Ça sert à rien de dire aux marins pêcheurs on arrête tout, on fait que de la canne, etc. Ça marchera jamais. Mais ce qu'il faut, c'est faire une transition lente vers une pêche plus durable. Et du coup, pour moi, commencer par arrêter le filet. Dans un deuxième temps, arrêter le casier, surtout le casier en plastique, parce que sur le casier en plastique, forcément, ça met plus de temps à se désagréger. Et moi, ce que je recommande, c'est de mettre une trappe en galva sur les casiers en plastique, chose que je ne vois pas souvent. Quand je passe sur les ports de pêche, je vois pas forcément que les gens le font. Donc c'est quelque chose qui serait intéressant à faire et par la suite faire entièrement du casier en galva qui lui va se désagréger beaucoup plus facilement. En plus, il existe des casiers maintenant qui vont être beaucoup plus sélectifs. Notamment, il y a un gars au sein qui s'appelle Pedro qui fait ça. Et en fait, son casier, il va pêcher beaucoup plus de langoustes qu'un casier classique. En tout cas, il va privilégier les langoustes et pas pêcher d'autres poissons. Un autre point important sur la pêche, voilà, ça je voulais y venir, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on peut voir qu'ils ont été subventionnés, donc de 16 millions d'euros entre 2021 et 2027. Donc ça c'est très bien subventionné, enfin j'ai rien contre, c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas forcément évident, mais je pense que la manière en laquelle c'est fait, c'est mal fait. Pourquoi est-ce qu'ils donnent 16 millions? Et moi je sais, j'ai profité des subventions pour vendre du matériel de pêche quand j'étais vendeur en magasin. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont acheter des treuils par exemple. Et le treuil, quand on voit, ici, c'est écrit ses objectifs, préserver les stocks de poissons et la biodiversité marine. Donc, un treuil, ça va permettre de monter un filet, monter un casier. Donc, automatiquement, ça va détériorer la biodiversité marine de manière plus forte qu'une pêche à la palangre, qu'une pêche au cache ou que de la pêche sur DCP. Faut pas se mentir. Assurer un niveau de vie équitable aux pêcheurs et aux pêcheuses, ok. Et là, on peut voir maintenir la qualité des produits de la mer pour le consommateur. Et là, on y revient. Je pense que c'est aberrant de noter ça, puisque pareil, ils vont subventionner des treuils, et quand on pêche au treuil, ça veut dire qu'on pêche au filet ou au casier, notamment quand c'est du filet, le poisson n'est pas d'excellente qualité. Il va être beaucoup plus abîmé, il va mourir au fond, il sera gorgé d'eau, ce sera un moins bon poisson qu'un poisson pêché à la canne ou à la ligne, à la palangre, etc., qui sera monté vivant et qui sera mort sur le bateau. Donc c'est totalement différent. Donc voilà, c'est un petit point aussi sur la partie subvention, et c'est vraiment ça le truc, c'est que les personnes qui sont responsables, moi je sais pas forcément qui c'est, etc., je connais pas, mais en tout cas si ils peuvent voir cette vidéo, ça sera intéressant qu'ils s'intéressent vraiment, qu'ils pêchent, qu'ils comprennent vraiment le milieu de la pêche en l'appliquant, en pêchant. Notamment, je me rappelle qu'une fois, j'avais quelqu'un qui gérait les réserves de petites terres, et je lui avais montré, elle me le disait aussi, que la réserve ça marche plutôt bien, on peut voir une bonne ressource, etc. Et quand je lui ai dit d'en faire d'autres, elle m'a tout simplement dit que non, parce que c'est dur à faire accepter aux marins pêcheurs. Mais à un moment aussi, c'est ça le truc, c'est que il faut que les personnes qui gèrent les réserves, etc., ne se limitent pas à se dire c'est dur de faire accepter, mais accompagnent les marins pêcheurs, éduquent les marins pêcheurs. Il faut comprendre que c'est dans leur intérêt commun. Je pense qu'il faut confier du coup ce genre de poste à des personnes qui sont vraiment dans l'intérêt commun, qui sont d'autant plus guadeloupéens, puisque souvent ce sont des personnes qui viennent de l'étranger et du coup qui sont peut-être moins impliqués que des gens qui vivent vraiment et qui respirent et qui respirent la problématique de l'île. D'autant plus que c'est pas simplement dans l'intérêt des plaisanciers et des marins pêcheurs, mais aussi dans l'intérêt de toutes les personnes qui vivent autour de ça. Donc tous ceux qui tournent autour du tourisme, mais aussi les guides de pêche. Je survole le sujet, mais il y a pas mal d'autres problématiques, comme tout ce qui est les jet skis par exemple, qui vont faire beaucoup de bruit dans la mangrove, etc., qui peut être dérangeant. Dans les casiers, on parle aussi beaucoup de pertes, les casiers qui sont coupés, mais du coup le casier il est au fond, il continue à pêcher continuellement. Donc voilà, le but c'est pas de tout critiquer, tout arrêter. Moi je pense que le filet, notamment œil de bœuf, c'est une priorité
et qu'il faudrait peut-être penser à l'arrêter. Je sais que le trémaille, normalement, c'est en train de s'arrêter. Je ne sais pas où ça en est, mais il y a quand même de l'avancée. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et du coup, dans les solutions, moi, je pense qu'il est intéressant du coup de se pencher sur certaines pêches qui ne sont pas extrêmement développées, notamment du coup l'œil de bœuf, la pêche en grande profondeur, puisque je sais que des plaisanciers qui se débrouillent très très bien, et du coup des marins pêcheurs s'y mettent déjà, mais il faudrait que tous les marins pêcheurs passent le cap. Ensuite, il y a aussi la pêche par exemple au calamar, les gros calamars, il y en a qui l'ont fait, ça marche très bien, mais il y a une phase de transition où il faut accompagner les marins pêcheurs, parce que c'est vrai que pendant plusieurs semaines, mois, il va falloir comprendre la pêche, etc. Donc ça peut être un peu difficile au début. Les subventions peuvent peut-être servir à ça. Ensuite, il y a aussi la pêche à l'espadon, notamment en grande profondeur aussi, qui peut être intéressante. C'est pas des poissons qui ont été ciblés pour l'instant, donc pourquoi pas essayer. Moi, je pense qu'il faut aussi valoriser beaucoup plus les produits, que ce soit les transformer, essayer vraiment d'aller beaucoup plus loin, essayer de faire des techniques où le poisson il est mort, mais la chair est de meilleure qualité. C'est ce qui est en train de se faire notamment en Bretagne et qui a l'air plutôt bien marché. Et aussi, on peut voir dans ce qui marche ailleurs, par exemple aux États-Unis, c'est que les étudiants vont beaucoup éduquer la population en faisant de la communication au niveau de leur recherche. Par exemple, en Floride, ils vont beaucoup parler des requins et du bienfait des requins sur l'écosystème, etc. Et du coup, forcément, ça va sensibiliser beaucoup plus la population, les marins-pêcheurs au respect. Et aux États-Unis, ça marche plutôt bien. Après, il y a un petit point à soulever aussi, c'est que la Guadeloupe a forcément un statut assez particulier qui, personnellement, je pense, obsolète, qui l'empêche de prendre vraiment des décisions concrètes pour son propre peuple et dans son propre intérêt. Donc ça, c'est une autre problématique. Je ne vais pas me lancer, je ne fais pas de la politique, mais c'est aussi quelque chose qui freine, je pense, le développement des ressources et tout, quoi. Parce que je pense que les personnes qui vont prendre les décisions ne sont pas forcément les personnes les plus impliquées dans la vie du peuple guadeloupéen. Ensuite, autre point qui peut être intéressant à aborder, c'est le point des sargasses. Je fais une petite parenthèse rapidement. Les sargasses, donc une algue qui arrive en grosse quantité à cause des changements climatiques sur la Guadeloupe, c'est une vraie problématique. Mais surtout, quand on voit la manière dont elle s'est gérée, je pense qu'il y aurait moyen de la transformer, faire quelque chose et accompagner peut-être des entrepreneurs sur le sujet. Là, pour l'instant, souvent, elles sont retirées des plages avec des tractopelles, mais ça défonce les plages, ça défonce tous les arbres aux alentours, etc. à cause des gaz que ça génère. Je ne vais pas me lancer sur le sujet, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, la gestion de la sargasse pourrait être beaucoup mieux et rendre le littoral de bien meilleure qualité. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, ça reste une très belle destination pour beaucoup de pêcheurs sportifs. Donc il ne faut pas oublier, si on prélève, de prélever en quantité correcte, d'essayer de relâcher pas mal aussi pour en faire profiter à tout le monde parce que ça crée l'économie derrière. Il y a des gens qui viennent, qui prennent des guides de pêche, qui prennent des locations. Donc c'est vraiment dans un intérêt commun. Et pour les guides de pêche aussi, faut penser à eux parce que c'est un business qui est intéressant. Mais s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de guides de pêche, il n'y aura plus de marins pêcheurs. Et puis pour les jeunes, les générations futures, ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà, c'était une vidéo pas hyper drôle, mais que je pense qu'elle était nécessaire à faire en tout cas, avec ma petite expérience. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des points que j'ai pas abordés, vous voulez que je les aborde, pourquoi pas. Et puis on se retrouve très vite les amis pour de nouvelles aventures.